Le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est soi. Le responsable de ce qu'on vit, c'est soi. Est-ce que fondamentalement, c'est la vie à laquelle on aspire ? Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast du renard du Tibet. Alors pourquoi le renard du Tibet ? Car c'est un animal fascinant qui a une très grande capacité d'adaptation dans un environnement rude et imprévisible. Il est rusé, il sait observer avant d'agir et il évolue dans des conditions extrêmes sans se laisser déstabiliser. Et finalement, c'est une belle métaphore de l'entrepreneuriat et plus largement de tous ceux qui ont soif d'apprendre et d'évoluer, qu'importe les obstacles et les freins. On va parler de liberté versus contrainte, de peur du regard des autres, de la pression des réseaux sociaux et surtout de comment mieux se connaître pour avancer sereinement dans son parcours professionnel. Pour vous en parler aujourd'hui, j'ai deux invités de choix. Frédéric Balerzinski, coach spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs, une véritable détricoteuse de cerveau qui nous aidera à mieux comprendre nos blocages et à gagner en stabilité émotionnelle. Ensuite, Nora, notre alternante en communication ici au studio, passionnée par la musique et en pleine exploration de son avenir professionnel. Ce podcast s'adresse aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer et plus largement à tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu. Alors si vous vous reconnaissez, cet épisode est fait pour vous. L'esprit de ce podcast, c'est l'ADN du renard du Tibet, c'est-à-dire observer, comprendre, s'adapter et avancer. Installez-vous bien, c'est parti. Et donc nous y voilà pour ce premier épisode, donc au studio des Arts Numériques, c'est ici où nous sommes. J'ai un grand plaisir et c'est aussi un grand honneur pour moi de recevoir Frédéric Balerzinski, qui va se présenter. Tiens, déjà, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. Qui es-tu ? Dis-nous tout un petit peu. Qui je suis ? Alors, Frédéric Balerzinski, j'accompagne les entrepreneurs pour gagner en stabilité émotionnelle dans leur vie de tous les jours et dans l'entrepreneuriat en particulier. Ça va toucher le rapport à la critique, le rapport à l'échec, tout ce qui touche la confiance en soi, le fait de rester stable face aux difficultés, aux challenges. Alors une fois, tu m'avais dit que tu étais une détricoteuse de cerveau. Est-ce que tu peux m'en parler de ça un petit peu ? Nous en parler. Oui, c'est ça, c'est une belle image par rapport à ce que je fais. En fait, tout mon travail est d'aller comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu chez la personne dans chaque problématique avec laquelle elle vient et de déconstruire ces perceptions-là, enfin c'est elle qui déconstruit, de façon à ce que finalement le problème disparaisse et que les choses lui glissent dessus en fait. Très bien. Et nous sommes accompagnés de Nora. Ne t'inquiète pas, Nora, je ne t'avais pas oublié, qui est donc une alternante chargée de communication ici. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Brièvement, grande passionnée par l'audiovisuel. Je fais mon alternance au studio des Arts Numériques depuis septembre. Ça se passe très bien. Et puis l'année prochaine, je change de voie, mais je serai toujours dans ce milieu très créatif. Dans le game. Dans le game, exactement. Ok. Alors l'idée de cette chaîne, c'est, comme je te l'avais dit un petit peu en off, Frédéric, c'était... je suis beaucoup de chaînes autour de l'entrepreneuriat et à chaque fois, c'est des success stories de personnes qui ont créé des business à plusieurs millions dans la crypto, dans la tech, dans le service, plein de choses. Et à chaque fois, on entend des histoires comme ça. Alors, c'est bien, c'est inspirant. Et je pense qu'il en faut aussi pour justement pour se motiver et se donner un cap. Mais la vie d'entrepreneur, pour beaucoup, pour 90% des concernés, ce n'est pas les Porsche, c'est pas Dubaï. Et je trouvais intéressant de monter une chaîne qui justement allait aborder l'entrepreneuriat d'un point de vue un peu plus commun, pratique, parce que au départ, moi aussi, j'étais dans le salariat, donc j'ai switché et je me suis rendu compte qu'on apprend énormément de choses, que l'entrepreneuriat est vraiment une école incroyable pour acquérir plein de compétences. Donc, je pense que voilà, j'espère que ça va aussi intéresser certains d'entre vous. D'où ma première question, Frédéric, qui est, alors on est abreuvé d'images comme ça de réussite sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Et finalement, beaucoup d'entrepreneurs se lancent un petit peu grisés par cette envie de réussir, de gagner, etc. Et pour toi, quelle est la plus grande désillusion des entrepreneurs que tu as pu rencontrer ? Alors, dans les personnes que je rencontre, ce qui vient très souvent, c'est la notion de liberté. On se lance dans l'entrepreneuriat avec une illusion de liberté en se disant, en fait, les gens fuient
quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, pas apprécié, et en se disant que ce sera mieux dans l'entrepreneuriat. Et sur ce sujet de la liberté, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est juste un déplacement de contraintes. Il y a des libertés et il y a des contraintes dans le salariat, il y a des conforts et des inconforts. Et ben, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, juste on déplace les contraintes et on déplace les choses confortables et les choses inconfortables. Ça n'existe pas quelque chose qui n'a qu'un aspect, qui n'a que de la liberté ou que de la contrainte. Donc, le tout, c'est de s'aligner, et on en a déjà parlé, de s'aligner sur quelque chose qui est une contrainte qui nous plaît plus, qui sera moins une contrainte pour nous. C'est-à-dire que plus on va s'aligner sur un projet qui nous nourrit, et sur un sujet qui nous anime profondément, ben là, bien évidemment, ce sera moins contraignant. Le coût à payer pour arriver au résultat sera plus facile. Donc tu dirais que finalement que c'est une histoire de sensation, parce que on a quand même malgré tout dans l'entrepreneuriat une sensation de liberté que l'on n'avait pas lorsqu'on était salarié. Ouais. Alors ça dépend des personnes. Si on s'est lancé dans un projet dans lequel on fait quelque chose qui nous anime profondément, là effectivement on aura plus le sentiment de liberté, parce qu'on verra pas passer ces contraintes comme des contraintes. Par contre, si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour nourrir un besoin de reconnaissance, pour faire plaisir à un tel, ou par fantasme de quelque chose, là, le coût à payer en termes de travail, d'activité, eh ben, il sera peut-être un peu lourd. Et justement, par rapport à toutes les success stories qu'on peut voir, lire ou écouter, est-ce que pour toi c'est un moteur pour avancer dans l'entrepreneuriat, ou au contraire une illusion dangereuse? Alors c'est difficile de généraliser, c'est-à-dire que il y a de fortes chances pour que certaines personnes soient motivées, inspirées. C'est-à-dire que en voyant quelqu'un qui réussit, elles peuvent se dire réussit entre guillemets, parce que on n'a pas tous la même notion de réussite. C'est là où c'est important de se connaître soi pour comprendre vers quel type de réussite on veut aller. Mais potentiellement, ça peut inspirer quelqu'un, se dire tiens, si lui il y arrive, waouh, moi pourquoi j'y arriverai pas? Dans ces cas-là, c'est moteur. D'un autre côté, ça peut aussi faire porter un poids de culpabilité quand on n'y arrive pas. Dire lui il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas? Dans ces cas-là, c'est intéressant de se poser la question de c'est quoi l'objectif final. Si on n'a pas les mêmes valeurs que la personne, si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, il y a forcément une part de nous qui va pas y aller. Et c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, on se retrouve un peu obligé à se concentrer sur soi et à travailler sur soi, parce que ça demande énormément d'alignement et d'aller chercher, creuser au fond de soi quel est notre moteur, qu'est-ce qui nous anime, parce que sinon on ne fait pas. Donc tu dirais que les histoires comme ça de réussite, ça peut être un premier moteur, on va dire, mais qu'il faut absolument ensuite l'alimenter par autre chose, parce que sinon, évidemment, on ne va pas loin. Oui, et en même temps, il y a certaines personnes qui ne se seront pas posées de questions, qui vont juste vouloir copier-coller ce que fait quelqu'un d'autre en pensant que c'est ce qui les attire. Mais c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui nous attire là-dedans. Ah oui. Est-ce qu'on est attiré par un besoin de reconnaissance ? Quand on voit toutes ces choses briller, entre guillemets, ces grosses voitures, c'est ceci, c'est cela, est-ce que fondamentalement, c'est la vie à laquelle on aspire ? Est-ce que fondamentalement, on sera en capacité de le gérer ? Est-ce qu'on veut ça ? Est-ce que, c'est là où je disais, quelle est notre réussite à nous ? Ça, c'est une vraie question à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que sinon, on risque d'aller dans une mauvaise voie. Et puis là, effectivement, ça peut faire mal. Alors justement, je me tourne un petit peu vers Nora. Ouais. Toi qui es donc une jeune fille encore en construction professionnelle, parce que tu te cherches encore un petit peu. Ouais. Est-ce que tu dirais, alors tu vas parler pour toi plutôt que pour ta génération, j'imagine quand même malgré tout, mais est-ce que ta génération est attirée justement par l'entrepreneuriat, et pour quelles raisons ? Alors, je dirais oui, beaucoup plus que les générations passées.
Non pas qu'on a envie d'être forcément notre propre patron, etc., mais on a envie surtout de se sentir bien dans notre travail. Là, je parle en généralité de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, etc., mais plus... Avant, le but, c'était de rester longtemps dans une entreprise pour avoir le salaire tous les mois et de pouvoir grandir un petit peu en poste, etc. Alors que maintenant, c'est vraiment le bien-être à l'entreprise. C'est les relations au sein de l'entreprise, c'est la motivation pour aller au travail. Et on va dire que le salaire passe un peu plus après. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on se lance plus dans l'entrepreneuriat. Ok. Parce que c'est quand même dur de se lancer. Je me suis renseignée un petit peu avant le podcast. Quand on voit les salaires moyens ou les salaires médians, on n'est pas sur des gros salaires. Je trouve que l'image qu'on a de l'entrepreneuriat, elle est biaisée avec les réseaux sociaux. Parce qu'on voit plein de, comme on disait, de success stories, etc. Mais au final, moi, ça me met plus une pression de voir ça. De me dire, en fait, eux, ils y arrivent avec si peu ou avec pas grand-chose. Et du coup, moi, ça met plus la pression de me dire, ah ouais, donc tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et c'est pas... Pour moi, c'est pas moteur, en tout cas, les success stories. Ouais. Mais c'est un environnement que les jeunes apprécient de plus en plus. Parce que c'est prendre ses propres décisions aussi. Et c'est comme Frédéric disait, c'est pas les mêmes contraintes, mais c'est les contraintes qu'on va plus aimer. On va se dire, c'est pas grave parce que c'est pour nous. Alors que quand on fait quelque chose pour un patron, eh ben, on se dit, les contraintes, elles viennent pas de nous. Alors moi, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, qu'en effet, la nouvelle génération, elle veut mettre beaucoup de plaisir dans son travail sans avoir forcément donc, les contraintes d'un patron et au détriment, pourquoi pas, du salaire. C'est un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire que peut-être que ma génération, ou surtout celle d'avant, c'était on cherchait une carrière avec un gros salaire, des responsabilités, un poste et tout ça. Alors que les prétentions aujourd'hui des jeunes, ça va être plus du côté du lifestyle plutôt que simplement du chiffre à la fin du mois. Bah oui, et puis on a envie de mêler que le travail soit pas vraiment une vie parallèle de la nôtre, en fait. D'accord. Tu vois, il y en a, ils vont au bureau tous les jours, ils n'ont pas une vie super, ils n'aiment pas trop le travail, mais ils rapportent de l'argent tous les mois pour leur famille. Alors que les jeunes, ils vont plus se dire, moi j'ai envie que mon travail il me plaise, quitte à faire plus d'heures, mais par contre mon travail il me plaît. Mais alors la question c'est, est-ce que la génération dont tu fais partie, ils sont en capacité d'accepter aussi les contraintes que tu soulignais justement. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de, comme tu disais, de fuir le salariat par toutes les représentations héritées de leurs parents qu'ils veulent ne plus avoir, Ouais. mais sans comprendre et sans réaliser toutes les autres contraintes que du coup l'entrepreneuriat va créer chez eux. Est-ce qu'ils se rendent bien compte de ça, quoi? C'est la question que je me pose. Je pense que non. Même moi, là, j'ai créé mon entreprise il y a 3 semaines et c'est quelque chose de tout nouveau. Tout le monde veut se lancer là-dedans. Ouais. Mais je pense qu'on ne sait pas toutes les contraintes qu'il y a. Là, ma banquière, elle m'a dit toutes les contraintes que je devais payer tous les mois. Je n'étais pas contente. Tous les petits 7 €, 10 €, 15 € par-ci, par-là. Mais en même temps, c'est sortir du moule complètement, être dans l'entrepreneuriat aussi jeune. Et je pense que, en tout cas, ma génération, moi, comment je le vois, moi, j'aimerais bien avoir un pied dans le moule. Et puis en même temps, j'ai mon auto-entreprise. Comme ça, je peux évoluer sur les 2 plans et pouvoir me permettre de faire quelque chose que j'aime vraiment. Et puis un salaire, là que je continue avec les études, etc. Pour assurer une place, en fait, quand même. Je rebondis juste là-dessus. C'est là où il y a quelque chose de dangereux de considérer l'un ou l'autre. Oui, on peut faire les deux, en fait, je pense. Non, même que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, et en particulier dans le salariat, on peut simplement aller s'aligner sur quelque chose qui nous anime et chercher un travail qui, dans le salariat, nous anime. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, le salariat. Forcément. Il y a des très belles, je cherche le mot, des très beaux épanouissements dans le salariat. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller se connaître et pas se lancer dans une voie parce que juste soit papa et maman ont dit, soit je sais qui a dit, soit telle personne sur les réseaux est influent. Et tout le travail au départ, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui vraiment nous anime, qu'est-ce qu'on aime faire. Et si c'est par exemple organiser, eh bien, on peut très bien trouver un métier dans lequel on organise, et c'est ce qu'on fait en bilan de compétences, en fait, c'est aller chercher qu'est-ce qui anime la personne. Et on peut s'épanouir dans le salariat. Malheureusement, c'est pas culturel d'aller se poser des questions de qui je suis et tout ça. Ouais. C'est vrai. On se connaît pas, en fait. Quand on demande à quelqu'un de se décrire,
en général, quelles sont tes valeurs, où est-ce que tu vois pas le temps passer. En général, ça prend 3 secondes, il y a 3 mots et c'est tout. Plus on apprend à se connaître, plus on pourra s'aligner facilement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, vers quelque chose qui est fluide et qui est simple à porter. Mais même dans les questions, je me permets, quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut faire plus tard, on lui demande ce qu'il veut faire et pas qui tu veux devenir. Parce qu'on parle plus d'un métier que d'une personne qu'on veut être plus tard. Ok. Et du coup, il n'y a pas de métier qui est moins bien qu'un autre. Il n'y a pas de poste moins bien qu'un autre. Il y a juste des personnes qui sont souvent pas forcément alignées. Alors, bien sûr, il peut y avoir des métiers plus difficiles physiquement, mais plus on s'aligne sur quelque chose qui nous anime, je me répète, mais plus ce sera fluide. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est justement de caricaturer, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut éviter de caricaturer le salariat comme forcément un espace de contrainte avec un patron, avec le côté métro, boulot, dodo. Ça, c'est un petit peu ce qu'on, quelquefois, on entend et c'est une caricature. Et de l'autre côté, il faut éviter de caricaturer l'entrepreneuriat comme forcément un espace de liberté, sans contrainte, etc. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu disais au début, il y a aussi des contraintes dans l'entrepreneuriat. Ah oui, ça. Et il y a aussi des possibilités de liberté dans le salariat, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Quel conseil tu te donnerais justement pour mieux se connaître et mieux trouver sa voie? Alors, je sais que c'est une question compliquée, mais est-ce que déjà là, il y aurait quelque chose que tu pourrais nous dire, une habitude à prendre, un réflexe à avoir pour quand on est jeune, mais pas forcément aussi lorsqu'on est salarié et qu'on s'imagine changer de vie. Mais voilà, quelle serait première chose à faire? Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pour apprendre à se connaître, c'est ça. C'est où est-ce qu'on voit pas le temps passer? Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait naturellement, sans contrainte, par exemple quand on a du temps libre, et surtout où on voit pas le temps passer. Quels sont les moments où les sujets dont on parle, où le niveau de voix augmente, où on se redresse et puis on a les yeux qui s'écarquillent et blablabla, blablabla. C'est hyper révélateur de ce qui nous anime. Une autre question, c'est sur quoi on s'agace quand on voit l'autre pas faire comme on fait. Ça, c'est révélateur de traits de fonctionnement, de valeurs hautes qu'on a. Alors quand je dis valeurs, c'est pas les grands termes vagues, genre la justice, voilà, parce que ça veut rien dire. D'une personne à une autre, en tout cas, ça veut dire des choses différentes. Mais vraiment, là où on agit naturellement, avec facilité, ce sont nos forces, ce sont des choses qu'on a développées naturellement. Plus on s'aligne vers ça et plus on les décortique, c'est là où ça revient à détricoter, plus on les décortique, plus ça révèle qui on est et sur quoi on va pouvoir s'aligner pour avoir du plaisir dans son travail. Et est-ce que, à contrario, on doit faire le focus aussi sur nos faiblesses, nos défauts, nos problématiques? Ouais, alors ce sont des mots difficiles, la faiblesse, défaut. Oui, je sais bien. Je commence à te connaître. Mais malgré tout, on en a quand même. On va appeler ça des vulnérabilités. Oui, ça, pour rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment intéressant de se questionner sur quels sont mes freins, de quoi j'ai peur. Et puis on le voit bien, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a des choses incontournables à faire commercialement, pour se vendre. Et dès qu'on sait qu'on doit faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas, là, il faut vraiment se poser des questions. De quoi j'ai peur, pourquoi j'y vais pas, et ce sont pas forcément des peurs, ce qu'on appelle la procrastination avec le poids du mot comme si c'était quelque chose de terrible. La procrastination, c'est juste un indicateur. Les émotions, de façon générale, sont juste des indicateurs. C'est un feedback de quelque chose qui se passe en nous. C'est pour ça que c'est toujours important de tourner le focus vers soi et de dire hey, qu'est-ce qui est en jeu? Là, il y a du bruit dans ma tête, il y a une émotion. C'est quoi le problème? Et plus on met de la clarté sur quel est le problème, qu'est-ce qui me dérange, plus ce sera facile d'agir dessus. La procrastination, ça peut être « j'y vais pas parce que j'ai peur ». Ça peut être
J'y vais pas parce que j'ai besoin de réfléchir. Ça peut être aussi tout simplement un fonctionnement mental. Moi, quand je fais des conférences ou des choses comme ça, en général, je les fais le dernier jour ou l'avant-dernier. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de réfléchir. Je suis pas en train de procrastiner. Juste, je réfléchis. Donc ça, c'est un autre fonctionnement. Et parfois, c'est juste que l'objectif n'est pas calé. C'est-à-dire que c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne, ça correspond pas à mes valeurs. Il y a quelque chose là-dedans à bouger qui fait que une part de nous n'y va pas. Si on lance un projet avec une personne et qu'il y a une part de nous qui se dit « Ouais, mais cette personne-là, je doute que ceci, cela », on va pas y aller. En fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre dans le fonctionnement du mental. Ça n'est pas la partie consciente de nous qui nous guide. La partie consciente, elle fixe des objectifs, elle se dit « Je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais dans le fond, c'est pas du tout cette partie-là de nous qui nous guide. Ce sont les parties plus profondes, donc on va appeler le subconscient, qui tirent les ficelles et qui font qu'on va fuir des émotions, quelque chose qui ressemble de près ou de loin à des émotions qu'on a déjà vécues, ou qui va nous amener vers quelque chose qui est plus confortable, plus facile. D'accord. Donc par rapport à ma question, tu dirais qu'il faut être attentif à ce que naturellement on freine, quoi. Et être attentif à ça, quoi. Oui, se poser tout le temps la question qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi, et creuser vraiment sur nos freins. Tant qu'on les voit pas, on continuera à faire les mêmes choses. C'est la fameuse citation d'Einstein. C'est de la folie de faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Oui, d'accord. Donc il y a un moment, si on veut avancer, changer, forcément, il faut faire des choses différentes. Pourquoi on les fait pas ? C'est une question qu'il faut se poser. Justement, pour toi, quel serait un trait commun que tu retrouves chez beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est un vrai blocage ? Qu'est-ce que tu retrouves souvent chez des gens qui les empêchent d'avancer ? Bien évidemment, le regard de l'autre. Ouais. Donc ça, la peur d'être jugé. Évidemment, si on doit prendre le téléphone pour appeler un prospect et que au moment d'y aller, on hésite, on se dit « Oh, je vais le déranger, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Il y a une part de nous qui va freiner et qui va trouver une autre solution pour faire autre chose, en fait. Donc, on va pas y aller. Donc, ce regard de l'autre, ce rapport au regard de l'autre, il est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille et c'est beaucoup assis sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Plus on se donne de la valeur, et c'est pas de la valeur être au-dessus des autres, hein. C'est juste, tiens, moi, j'existe, j'ai le droit d'exister, tout va bien. Je suis plein de compétences, et puis je suis aussi des choses des non-compétences, mais je suis à l'aise avec ça. Plus on construit ça, plus on sera à l'aise avec le fait que l'autre nous aime pas. Et le client, forcément, le prospect, forcément, tous les prospects nous aimeront pas. Donc, si on a une addiction à ce que le prospect nous aime bien, c'est difficile d'aller essayer de se vendre. Ça, c'est un premier frein. Après, il y a la peur du conflit. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on ne va pas oser dire les choses, on ne va pas prendre sa place, on va laisser passer l'autre toujours devant, on va faire énormément de consensus, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Mais encore une fois, c'est toujours dans une notion d'équilibre. Il s'agit toujours d'avoir à la fois du tact et prendre l'autre en considération pour pas le heurter et pour atteindre plus facilement ses objectifs, et en même temps être capable en assertivité de prendre sa place. Sur tous les sujets, c'est qu'une question d'équilibre. Et pourquoi, à ton avis, c'est si difficile de composer avec les autres ? Tu parlais justement ce que tu disais, le regard des autres. Et est-ce que tu as une réponse à cette question ? Pourquoi on n'arrive pas à faire outre... on est des animaux grégaires, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un vrai handicap pour tout le monde, et moi le premier, le regard des autres. Pourquoi il a à ce point de l'importance ? C'est là où on parle de détricoter. Ce sont des sujets qui sont très personnels. Est-ce que tu dirais, alors sans faire du Freud à la mort moelle-neu, mais est-ce que tu penses qu'à l'origine, il y a le regard des parents sur soi
Parce qu'en fait, quand on est bébé, quand on est enfant, on est d'abord et avant tout regardé et on est dans un moment de vulnérabilité qui est énorme. On est dépendant d'eux. Et puis leur regard, il est très important. L'attitude qu'on a vis-à-vis d'eux est très important. Est-ce que tu dirais que c'est une des raisons qui font que adultes, on n'arrive pas vraiment à se détacher du jugement des autres et à faire fi des autres, quoi? Parce que finalement, c'est souvent de là que vient la souffrance. Hein. C'est des autres, leur faire c'est les autres, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est pas l'autre qui pose le problème. Oui. C'est la façon de vivre, de percevoir les choses qui fait que c'est un problème pour nous. Ouais. La question, c'est pour ça qu'il faut toujours distinguer les faits des perceptions. Ouais. Les faits, c'est un tel dit ça devant mes collègues. Bon. La perception, c'est je le prends pour une humiliation. C'est pas l'autre qui est responsable. Ça veut pas dire qu'on excuse ce que fait l'autre. Parce qu'on peut avoir des comportements plus intelligents en société, mais le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est soi. Le problème, le responsable de ce qu'on vit, c'est soi. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à entendre, parce que l'ego prend une claque en général quand on se dit ça, enfin on entend ça. Il s'agit pas d'excuser l'autre. Il s'agit pas de se sentir fautif. Il s'agit juste de se dire, j'ai une part de responsabilité, j'ai un pouvoir dans ce qui se passe, dans ma tête. L'humiliation, en soi, ça n'existe pas. C'est pas un truc qui se passe, je te passe pas une tasse, c'est juste, je me sens humiliée. Et c'est là, encore une fois, où c'est intéressant de tourner le focus vers soi et se dire, OK, qu'est-ce qui fait que comment je me sens, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Et potentiellement, est-ce qu'il existe une personne dans le monde qui pourrait ne pas se sentir comme ça? Et à partir du moment où quelqu'un d'autre pourrait ne pas se sentir comme ça, ben on est bien dans une perception. Les faits, c'est ce qui est concret, ce qui est non interprétable. En fait, c'est bien que tu dis ça, parce que ça me rappelle un moment de difficulté que j'ai rencontré l'année dernière, où je me suis senti humilié dans une situation professionnelle, et je voulais te communiquer mon sentiment d'injustice. Et en fait, à chaque fois, tu m'obligeais à remettre le miroir sur moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que l'idée, c'était pas d'excuser l'autre, c'était pas du tout ça. C'est qu'importe la situation, même si c'est mal comporté, en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est toi et comment tu vas réagir à ça. Et en fait, c'est très perturbant au début parce que on crie à l'injustice, on dit oui, mais c'est pas normal, il a fait ça, machin, etc. Et en fait, tu disais non, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est le miroir vers toi. Qu'est-ce que toi, ça t'a, enfin, quel est le regard que tu as, qu'est-ce que ça a généré chez toi, comment tu feras différemment peut-être la prochaine fois. Et aussi, la situation, c'est comme ça que toi tu la vois, mais une autre personne à ta place aurait réagi différemment. Et en fait, voilà, c'est vraiment c'est perturbant, c'est contre-intuitif. Oui. Ouais, c'est vraiment très contre-intuitif. Voilà, naturellement, on va porter la responsabilité sur l'autre, on va voir ce que l'autre a fait. Et là, on n'est pas en train d'exonérer la responsabilité de l'autre, on n'est pas en train de dire tout est génial. Ça n'enlève pas les lois, les règles, que ce soit législatives ou de bienséance. Mais là, on n'a pas spécialement de pouvoir là-dessus. Par contre, ce sur quoi on a du pouvoir, c'est ce qui se passe en nous. Et au moins prendre cette part de responsabilité et de se dire, tiens, là, potentiellement, comment je pourrais réagir différemment la prochaine fois pour que ça me heurte moins? Et quand on fait ce travail, là, on progresse. Ouais. Et ça veut dire que la fois d'après, en ayant gagné ne serait-ce que ce millimètre-là, la fois d'après, on sera moins heurté, et quand on est heurté par quelque chose, les réactions, en général, qui viennent derrière, elles sont pas les plus efficaces. Non. C'est pas là que quand on se sent humilié ou autre qu'on va avoir une attitude constructive. Non, donc et c'est ça la stabilité émotionnelle, c'est être en capacité de prendre du recul et que les vagues émotionnelles soient les plus faibles possibles, de plus en plus faibles. Ça veut pas dire qu'elles seront à zéro, mais de plus en plus faibles, de façon à pouvoir avancer de façon constructive vers nos objectifs et réagir de façon stratégique et pas émotionnelle face à une situation un peu challengeante. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle le stoïcisme. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Mais c'est vrai que c'est un énorme travail à faire sur soi. Mais quand on l'intègre dans sa vie, quand même, franchement, ça aide beaucoup. Ça aide énormément. C'est pas si difficile que ça. C'est juste se dire,
je suis responsable de moi-même en quelque sorte. Les autres ne sont. Et puis ça permet de se détacher justement des agressions qu'on pourrait subir, qu'on pourrait trouver injustes, parce que on se dit ce n'est qu'une question d'interprétation et je peux décider aussi de ne pas accepter cette violence qu'on me porte. Alors, quoi. Quand les gens vont entendre ça, certaines personnes vont hurler parce que on pourrait croire que ça exonère l'autre de sa responsabilité et que on enlève la responsabilité collective. C'est pas ça. Il y a la responsabilité collective, il y a toutes les règles, les normes, la justice. Ça, c'est une chose. Ça n'empêche pas ce travail-là. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Après, ce sur quoi on a du pouvoir facilement, ce sur quoi on a du pouvoir, c'est le travail sur nous, c'est le fait de se concentrer sur soi pour nous avancer. Et si nous, on avance, il y a de fortes chances, et c'est même pas de fortes chances, c'est quand on change, le monde autour change. Oui, change-toi. Et le monde exactement, change. Parce que les attitudes qu'on va avoir, les réponses qu'on va porter, tous nos comportements, notre conviction, notre certitude, notre confiance en nous, tout ça va évoluer. Et du coup, les réactions des autres en face vont évoluer en conséquence. Ça permet de réduire l'impact en fait des autres sur nous. Exactement. Okay. Exactement. Et je rebondis sur un terme que tu as utilisé. On utilise souvent le mot injuste. J'invite à modifier, à remplacer ce mot par exemple, un autre mot, par exemple, violent. Pourquoi ? Parce que quand on se dit « Ah, j'ai vécu ça, c'est injuste ». C'est injuste aujourd'hui. Demain, si on raconte l'histoire, ce sera toujours injuste. Dans 6 mois, dans 1 an, oui, c'est injuste ce que j'ai vécu. C'est quelque chose où on maintient ce sentiment de « j'ai perdu ». Au passage, j'ai perdu quelque chose. Si on le remplace par « c'est violent » ou « ça a été violent », il y a plus une notion, c'est subtil, mais il y a plus une notion d'instantané. Ouais, c'était violent. C'est une façon de reconnaître la part de soi qui a souffert, parce qu'il ne s'agit pas de dire « bah non, c'était rien, c'est de la perception, t'as pas le droit d'avoir souffert ». La perception, on la vit pour de vrai. C'est pas un fait, c'est une perception, mais on la vit pour de vrai. Donc, ça a été violent, mais quand on en parle 6 mois après, on peut regarder le passé en disant « Hey, ça a été violent, ça a été dur, mais juste c'est fini. Ouais. » C'est très dangereux ce mot injuste. Et je pense que pour l'entrepreneuriat, ce travail-là, il est très important parce que c'est ce qui permet vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de lorsqu'on a des alternants, lorsqu'on a des salariés, lorsqu'on a des clients, etc., de garder la juste distance et de vraiment se responsabiliser d'abord avant de simplement crier à l'injustice. Et puis, parce que comme tu dis, lorsqu'on crie à l'injustice, quelque part, ça ne nous concerne plus parce que c'est injuste. Du coup, c'est injuste et puis voilà. Et on n'avance pas derrière. Et je pense que une des premières qualités que doit avoir un entrepreneur, c'est de prendre ses responsabilités et de voir à son échelle tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut agir à la fois pour soi. Et puis finalement, ça aura une conséquence aussi sur les autres et sur le monde. Mais d'avoir ce réflexe d'abord de tourner le miroir vers soi, je pense que c'est un... Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. On n'a pas conscience à quel point ça nous impacte, tout ce petit bruit mental, dans la vie de tous les jours, dans les relations. Alors, dans l'entreprise, on peut avoir très facilement... Alors, je reviens sur quelque chose. La notion de confiance dans l'entreprise, c'est quelque chose d'hyper important. La confiance que l'on donne dans ses salariés, la confiance qu'on a dans ses fournisseurs, ce qui n'empêche pas un contrôle, ce qui n'empêche pas... il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Mais tous ces petits bruits qui vont faire que, par exemple, on ne va pas prendre le téléphone quand un client appelle parce qu'il n'est pas content. On va dire « non, je suis pas là ». Ça, c'est quelque chose qui naît du fait que une part de nous n'a pas envie d'assumer ou n'a pas envie de se faire disputer par le client parce qu'il y a un truc qui va pas. Et ça va générer un manque de confiance potentiellement, soit chez le client, soit chez les salariés, par exemple. C'est des petits gestes qui ont l'air anodins, mais qui participent
à l'ambiance dans la relation. Il y a plein d'endroits comme ça où on a des petits freins mentaux qui vont faire que, au final, ça impacte l'avancée de l'entreprise, la réussite de l'entreprise. Là, je parle du fait de prendre un client au téléphone, mais ça peut être le fait de dire quelque chose à son collègue ou à son associé ou à son salarié, de dire les choses clairement, de dire tiens, là, dans ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Si on a une part de nous qui n'aime pas le conflit, ben on va pas oser le dire. On va pas oser, on va encaisser, et à un moment, ça va exploser de la mauvaise façon, en général. Alors justement, toi, Nora, quelles sont pour toi tes peurs, tes freins qui t'empêchent un petit peu d'avancer ? En vrai, je pourrais pas les identifier très clairement, parce que je pense que je me connais pas assez, je grandis encore, etc. Après, on grandit toute sa vie, donc peut-être qu'on se connaît pas non plus toute sa vie et qu'on a besoin d'une coach pour... Je connais très bien d'ailleurs, coach. Mais moi, on parlait de procrastination, et ce que je trouve un peu c'est bizarre, c'est en contradiction chez moi, c'est que je vais beaucoup procrastiner pour des choses que j'aime faire. Je sais pas pourquoi. C'est ce que je disais, ma micro-entreprise, c'est sur les réseaux sociaux, parce que je fais du contenu pour des agences, etc. Bref, c'est pas le sujet. J'ai des vidéos à faire. Je me dis qu'il faut que je fasse la vidéo et je la fais pas. Et après, on m'envoie un message, t'as fait la vidéo ? Non, j'ai pas fait la vidéo, je la fais ce week-end. Et le week-end, vu que je suis tout le temps débordée, en fait, j'arrive jamais à me poser. Je pense que c'est ça. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que je me pose jamais pour vraiment réfléchir. C'est-à-dire toute la journée, ça va cogiter. Et puis au moment où il faut que je le fasse, j'ai dit j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. Et au fait, je repousse le moment. Donc mes freins, je sais pas exactement. C'est là où c'est important de se poser la question, c'est quoi le problème dans le fond ? C'est ça, parce qu'au final, je ne sais même pas vraiment. Oui, tu sais pas, mais est-ce que tu t'es posé la question ? Combien de temps tu t'es posé la question ? C'est là où il faut pas juste vite fait se dire ah mince, c'est pourquoi je le fais pas ? Il faut vraiment passer un temps à se dire ok, dans le fait de réaliser une vidéo, pardon. Qu'est-ce que je dois faire ? Déjà décortiquer, parce qu'il n'y a pas qu'une tâche, il y a plein de tâches. Ça peut être des freins par rapport à la qualité de la technique. Il y a peut-être une part de toi, là je te pose pas la question, mais je donne des pistes. Ça pourrait être une part de toi qui se dit ça doit être parfait. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça doit être parfait. Ça veut dire que si une part de toi se dit, j'ai pas les bonnes lumières, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas le bon décor, là il va y avoir des freins. Il peut y avoir de multiples freins. Ça peut être le regard de l'autre sur les réseaux. Ça peut être, je sais pas, pas le bon timing. En fait, c'est là où c'est intéressant de décortiquer vraiment la tâche qu'on repousse. Et de chercher là-dedans qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui ensuite rendrait la chose plus fun, plus sympa, plus agréable dans ce qui compte pour toi et de le relier à tes valeurs hautes. Plus on est connecté à l'objectif final, à ce qu'on veut apporter aux autres, plus c'est facile. Et parfois, c'est comme pour aller faire du sport. Parfois, c'est juste une question d'organisation. Le fait de, je sais pas, avoir son sac de sport prêt avec les vêtements déjà tout prêts à côté de la porte, ça suffit à passer à l'action. J'avais entendu que, alors tu me dis c'est un peu la même chose, mais que par exemple le sport. J'avais entendu que pour ceux qui ont du mal à se motiver, parce que des fois aller courir 1 heure quand il fait froid, machin. Il disait, ne vous concentrez pas, ne réfléchissez pas à l'idée de courir dehors, juste mettez les chaussures. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'aller courir, l'objectif c'est de mettre le short ou de mettre les chaussures. Et en fait, être dans l'action fait qu'après on continue normalement l'action sans trop se poser la question. Mais le fait de se concentrer sur juste l'action de mettre mes chaussettes, par exemple, voilà, je vais pas courir, je vais juste mettre mes chaussettes. Et en fait, on met les chaussettes. Ouais, on a les chaussettes mises, donc on va mettre le short. Puis après le short, les chaussures. Une fois que les chaussures, on va courir. Mais je pense que c'est un petit peu ça aussi, non ? Oui, en fait, on va aller lever tous les freins. Alors, il y a les freins psychologiques et autres. Il y a les choses, c'est quoi le problème ? Et après, tout ce qui peut, c'est la stratégie d'échec, en fait. Tout ce qui peut empêcher.
Par exemple, pour le sport, ma tenue de sport est dans la machine à laver. Ouais. Bon, là, donc ça veut dire que par avance, en anticipation, que ce soit pour le sport ou dans l'entrepreneuriat, hein, c'est la même chose. Chercher quelles sont les choses qui pourront empêcher l'objectif de se réaliser. Ouais. Et ça, eh bien, s'organiser pour faciliter la tâche, pour qu'il y ait le moins possible de choses qui peuvent nous faire échouer. Soit d'y avoir pensé avant, soit d'avoir organisé son espace ou sa journée pour que, justement, il n'y ait pas ces freins-là. Ouais. Je lisais un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Passer à l'essentiel. Et en fait, il expliquait que la plupart du temps, il suffirait en réalité de travailler 4 heures par jour. Mais attention, c'est pas juste travailler 4 heures par jour, c'est s'enfermer dans une pièce pendant 4 heures. En bloquant le téléphone, les réseaux sociaux, en bloquant l'ordinateur pour juste l'essentiel sur l'ordinateur et en empêchant qui que ce soit les enfants, les collègues, machin, d'intervenir. Et en fait, si on arrive à consacrer 4 heures par jour, mais de travail intense, ce qu'on appelle aussi le deep work, eh bien finalement, ça compense très largement ceux qui peuvent passer la journée, mais finalement en étant perturbés à gauche, à droite par 36 Ouais, 000 c'est choses. de l'optimisation. Et en même temps, je suis pas très fan. On enlève les freins, quoi. Ouais, je suis pas très fan de l'application par tout le monde d'une méthode qui convient à une partie de la population. Oui, puis ça conviendrait pas à un boulanger, par exemple. Ouais, et puis Ça même convient qu'à pour certains quelqu'un métiers, qui est quoi. dans le tertiaire et qui pourrait, qui est freelance, qui pourrait s'organiser comme ça, si la personne, elle est par exemple fondamentalement attirée par le fait d'être connectée aux autres, Ouais. et ben si on lui demande de s'enfermer pendant 4 heures d'affilée, ça va pas le faire. Donc par contre, si elle est comme ça, peut-être que le fait de travailler avec quelqu'un à côté, c'est-à-dire d'avoir une forme de connexion pendant qu'elle travaille, et ben là peut-être que elle ira plus facilement. Donc c'est là où c'est important de se connaître et de savoir qui on est. Si on est à fond dans les relations, et ben peut-être que le fait d'amener de la relation dans notre travail, ça va faire avancer les choses. Si on est à fond dans l'organisation, peut-être que organiser, structurer son poste de travail, ça va peut-être amener de la fluidité dans le fait de travailler. C'est toujours soi, revenir à soi. Mhm. C'est bien d'avoir des méthodes comme ça parce que ça peut donner des idées, Ouais. mais il y a juste la limite de... Ah, c'est comme les gens qui se lèvent le matin, qui font le Miracle Morning, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est ça. C'est oui. ça, il me semble, oui. Voilà, ça convient à certaines personnes. Et il ne faut pas culpabiliser de ne pas le faire, de ne pas réussir, si on n'est pas fondamentalement fait pour ça, quoi. Ouais, ok, t'as raison. Justement, alors pour finir le sujet, quels seraient tes conseils pratiques pour trouver des réponses, du réconfort et surtout sortir de la paralysie et ce que se décrivait Nora, la procrastination. Quels seraient pour toi tes conseils pratiques qu'on pourrait appliquer voilà. Alors déjà, la procrastination, c'est juste un feedback. C'est pas un problème. Ouais. Il faut arrêter de se mettre la pression. C'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose à bouger. Mhm. Il y a quelque chose qui va pas, soit dans nos perceptions, soit dans l'objectif final. Donc, ça veut dire que là, il faut potentiellement passer du temps à décortiquer l'objectif et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi? En quoi c'est en lien avec mes valeurs, avec ce vers quoi je veux aller? Se poser la question de comment je veux le faire, le décortiquer en petits bouts. Parce que souvent, on se met une montagne, mais on ne sait pas par quel chemin aller pour avancer. Mhm. Donc, on voit juste la montagne. Et bien sûr, ça met de la pression. C'est pas facile. Plus on met de la clarté, de façon un peu comme un rétro-planning, de la clarté sur par où je dois passer pour réussir à aller là, et ben plus on peut aller vers ce qu'on appelle les petits pas. Mhm. C'est bateau, hein, ce que je dis. Enfin, mais c'est entre le fait de dire ah ouais, je le sais, les petits pas, et le fait de passer du temps vraiment à dire ok, là j'ai un objectif, je vais passer 1 jour, 2 jours, 3 jours s'il le faut pour décortiquer ma tâche. Et ben plus on apportera de la fluidité parce que le cerveau il sait ce qu'il a à faire, il a une petite tâche à faire, s'il l'a fait, il a une récompense, c'est un petit shoot de dopamine et puis voilà, tout va bien et on passe à la suite. Et encore une fois,
c'est difficile de donner des avis généraux parce que tout le monde est différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de lâcher la créativité. Il y a des personnes qui auront besoin d'un cadre. Donc, encore une fois, ça passe par se connaître soi. Pour mettre à chaque fois dans notre façon de travailler quelque chose qui fait un petit peu un effet waouh, qu'on aime et où on ira facilement. Mais c'est juste un indicateur, la procrastination. D'accord. Et alors pour finir cette discussion, j'aimerais bien donc aborder un petit peu plus l'actualité. Et justement, dans un monde qui est de plus en plus anxiogène quand même, on nous parle régulièrement de guerre et tout ça. Enfin bon, voilà. Pour toi, comment réussir justement à garder ses objectifs, à rester positif dans ce monde qui fait tout pour justement qu'on se recroqueville dans notre coquille un petit peu, que justement on soit paralysé, quoi. Est-ce que la solution, ce serait de couper la télévision, enfin les actualités, couper l'actualité autour de l'Ukraine, Trump et tout ça? Est-ce que c'est ça la solution ou pas, j'imagine? Tout ce qui est extrême peut être potentiellement dangereux. Donc, être que dans le positivisme et couper les choses inconfortables de la vie, c'est prendre le risque de se prendre une grande claque au moment où on se trouve confronté à ça. Ouais. Donc, excuse-moi de te couper, mais c'est ce que j'entends des fois. J'entends des gens dire, de toute façon, moi, je m'y intéresse plus. J'ai coupé les chaînes d'information en continu. Je ne regarde plus les infos. C'est ce que j'entends. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la bonne idée. En fait, c'est juste une question de mesure. Ce qui est important, par contre, c'est dans le fonctionnement du cerveau, c'est de savoir comment ça fonctionne. On en a déjà parlé, ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le SAR, qui est une sorte de garde-triage des informations qu'on reçoit, tant olfactives, tactiles, visuelles, voilà. Cette garde-triage, elle va remonter à la conscience les informations qui sont importantes. Par exemple, une voiture arrive à fond, on va la voir pour pouvoir bouger. Mais elle remonte aussi les informations qui correspondent à nos pensées. Par exemple, je donne toujours les mêmes exemples, mais par exemple, une femme qui tombe enceinte, elle va se mettre à voir des femmes enceintes partout ou des bébés partout, juste parce qu'en ce moment, c'est ce qui la préoccupe. Et du coup, le SAR remonte à la conscience dès qu'il voit ça. De la même façon, quand on change de voiture et que à un moment on sélectionne une voiture, et ben d'un seul coup on en voit partout. Pourquoi ? Parce que c'est notre mode de pensée. Donc, bien sûr, quand on se dit la vie est dure, eh bien là, le SAR remonte à la conscience tout ce qui est dur dans la vie. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça veut dire que la réalité, elle est toute subjective en fait. Il n'y a pas une réalité, il y a 1000 réalités. Chaque personne va voir une situation, va vivre le monde de façon différente, en fonction de ce tri, en fonction de ses perceptions. Donc, si on veut vivre de façon un peu plus légère et un peu plus positive, eh bien, on doit indiquer au cerveau ce sur quoi on veut porter notre focus. Ça, c'est important parce que ça crée notre monde. Si tous les jours on se répète « Oh, là, il y a un temps, il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment », eh bien sûr, on va jamais voir quand il y a du soleil. Si on alimente notre cerveau d'informations anxiogènes comme la guerre, des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir, eh bien là, le cerveau se met en mode je vais veiller aux choses qui sont anxiogènes. Ouais. Donc, ça peut avoir un intérêt de, effectivement, limiter ces informations-là, parce que déjà, on n'a pas de pouvoir dessus, enfin, pas forcément, mais ça ne veut pas dire occulter complètement, parce que ça fait partie de la vie, et c'est important, par exemple, dans l'entrepreneuriat, de savoir anticiper. Donc, être curieux, la curiosité, c'est quelque chose d'hyper important dans l'entrepreneuriat. Être curieux de ce qui se passe sur le plan technologique, sur le plan géopolitique, de façon à pouvoir orienter son entreprise, enfin anticiper des changements d'orientation. Donc, tout effacer, non, mais par contre, quoi. S'entraîner à porter son focus sur des choses qui
qui sont utiles pour donner du carburant dans le moteur et quand même pas que négatives. Donc, je crois qu'on a fait le tour de de ces premiers sujets. Oui, il y aura tellement à dire que. Il y aurait tellement à dire. Mais est-ce que tu serais d'accord, Frédéric, pour retourner à un prochain épisode avec nous? Ah ben moi avec plaisir, mais tu me connais, moi on appuie sur un bouton en général, bon, c'est plutôt difficile de m'arrêter. C'est vrai que c'est le premier épisode, donc on essaie d'être fixé sur des sujets. Et ce que je voulais vraiment aborder avec toi, c'était ça un petit peu la notion de peur. Et puis voilà, comment gérer le fantasme des success stories. C'est voilà quoi. Comment voilà. Mais il y aura encore plein de choses à dire parce que là, on a juste abordé certaines choses. Mais voilà, c'est la peur, c'est un indicateur. C'est pas mal. Il y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste un feedback de quelque chose qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, on a du pouvoir dessus, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas toujours facile. Mais plus on met de la clarté dessus, plus ce sera facile d'agir dessus. Voilà, déjà juste ça. Très bien. Nora, est-ce que tu as quelque chose d'autre Non, pas spécialement, c'est très intéressant. On a l'impression de remettre un peu sa vie en question. Ouais, mais pas sa vie en question, mais de se poser beaucoup de questions, parce qu'à l'école où je suis, on a eu une coach un petit peu dans le même profil qui nous a dit de s'aligner par rapport à ce qu'on aimait faire, par rapport aux études. Et c'est vrai que là, ça fait 2 fois qu'on me dit un peu les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est réel, on a du pouvoir, mais on s'en rend pas forcément compte. On pense que... Exactement. Je pense qu'on pense que c'est dur à changer, mais qu'au final, on manque juste un peu de curiosité par rapport à ça. Ouais. Et il y a des possibilités. Et c'est cette fameuse citation justement de pas de faire la même chose et vouloir obtenir un résultat différent. Quand il y a quelque chose qui convient pas, eh bien, il s'agit juste de encore une fois, tourner le focus vers soi et dire, OK, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui a à changer, qu'est-ce qui convient pas précisément, et de changer les choses. Et ça veut dire, effectivement, sortir de sa zone de confort et tout ça, mais changer ce qui a à changer. Mais avant, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je dois bouger ? Sans tout remettre en cause. Il ne s'agit pas de tout envoyer valser à chaque fois. Exactement. Donc, merci Frédéric. Merci Nora. Donc, voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à commenter. Enfin, voilà, tout ce que disent les bons youtubeurs. Là, si je suis encore un petit peu débutant. Donc, voilà, merci beaucoup. Au revoir.